Merci, mesdames et messieurs, de votre présence pour vivre cette deuxième conférence de la journée dernière. J'espère que vous allez passer un beau moment déjà, parce qu'on était jusqu'en 2018 à 15h30 et nous allons partir maintenant au 20 mars 2030. Alors je vous propose de jeter un œil dans le rétro à l'occasion, cette fois-ci de la 42e édition du Salon des professionnels de l'amiante et de la décontamination. On va évoquer le chemin parcouru pour ces années 2000, époque à laquelle on appelait désamiantage, les travaux d'aujourd'hui communément qualifiés de travaux de retrait ou d'encapsulage. Pour commencer, le maître d'ouvrage qui a retenu une entreprise pour la réalisation des travaux de retrait sur ce site a pu faire l'intervention dans son plan de réhabilitation dans un petit timing au cours d'eau. En effet, si les plans de retrait aujourd'hui dématérialisés permettent désormais d'avoir une activité de quelques jours, ce n'était pas le cas en 2018, date à laquelle un délai incompressible d'un mois était obligatoire à l'issue de l'envoi du PDRE. C'était le plan de démolition, de retrait et d'encapsulage. Les autorités compétentes s'appuient maintenant sur de nouveaux formats pour autoriser les opérations de travaux et leur traitement informatique ne durent plus que quelques minutes. Cette évolution doit énormément aussi aux ingénieurs de repérage et à leurs drones assistants qui fournissent l'énumération 3D des sites à décontaminer. Dans cette configuration, l'application d'un traitement adapté des données utile et quasi instantané. Et on obtient facilement des états de sortie pour chacun des intervenants. La matérialisation des sondages et des prélèvements de matériaux réalisés lors des repérages avec la traçabilité de toutes les données, les quantités des matériaux, des produits présents, ce qui permet aussi d'anticiper la gestion des déchets, la simulation des zones de traitement et de confinement, la stratégie d'échantillonnage adaptée à chaque zone, le bilan aérolique de chaque zone et les points chauds, notamment sur les robots nettoyeurs. Maintenant, pour ce qui est de la décontamination des zones à traiter, imaginons l'opérateur de chantier équipé d'une combinaison avec un manchon au poignet connecté qui le renseigne sur l'empoussièrement en zone en temps réel, avec aussi et surtout une alarme qui se déclenche en cas de dépassement de la VLEP. Abaisser une fibre par lit sur une journée classique sur 6 heures de travail, vive la semaine à 30 heures. Alarme qui ne retentit quasiment jamais puisque l'opérateur demeure la plus grande partie du temps en dehors de la zone de confinement, surveillant le travail des robots sur le chantier depuis des écrans de contrôle. D'ailleurs, depuis le début des opérations de désamiantage, on n'utilise plus ce terme en 2030. C'est terminé. On ne parle plus que de travaux de traitement. Mais j'utilise ce vocabulaire pour que l'on se comprenne, bien entendu. L'opérateur de chantier n'est intervenu qu'à 2 reprises dans le confinement. On est toujours en 2030. La première fois suite à une panne mécanique sur un robot. La seconde fois pour procéder à la décontamination d'une poutre inaccessible aux engins, ces fameux points chauds. Ces interventions en confinement ont cependant tendance à se raréfier, puisque ces robots intelligents apprennent d'eux-mêmes et au fil des chantiers ne commettent jamais 2 fois la même erreur. Un premier robot décape, un deuxième aspire, un troisième récupère les déchets et les emmène vers l'unité mobile d'inertage où, après un double traitement chimique puis thermique, l'ambiance est devenu totalement inerte et inoffensif. Cette amiante, l'opération est effectuée sur place. Plus besoin de transporter les déchets sur des centaines de kilomètres vers des centres d'enfouissement. Retour côté chantier ou sur son manchon ou même directement dans son masque, l'opérateur accède à une foule de données comme l'empoussièrement en temps réel de dehors et aussi à l'intérieur du confinement. Toutes ces données sont transmises à une base de données interne pour mettre à jour automatiquement l'exposition quasi nulle des opérateurs. La maquette 3D du site est également mise à jour automatiquement et même les pouvoirs publics sont alertés en temps réel en cas de dépassement de seuil ou d'autres anomalies sur l'opération. Cette scène pourrait ressembler à une séquence tirée d'un film d'anticipation et pourtant,
le chemin à parcourir d'ici à 2030 est sans doute moins important qu'il n'est paraît. Pour s'en convaincre, il suffit de se rappeler des conditions dans lesquelles s'opéraient les premiers chantiers de désamiantage, c'était à la fin des années 90. Les pionniers du désamiantage n'imaginaient pas comment la filière travaillerait 20 ans plus tard. Tout comme aujourd'hui, nous avons du mal à nous projeter encore dans 20 ans. Ces innovations sont aujourd'hui à portée de main et parfois même en phase expérimentale. Chez Bouygues, des entreprises testent déjà les EPI connectés sur leur chantier. Sigma Clermont travaille aussi avec plusieurs partenaires européens. Il y a des robots collaboratifs de désamontage. On aura l'occasion de discuter tout à l'heure avec Bosturek. Le BRGM, le CNRS aussi, planche sur un détecteur d'amiante. Les pouvoirs publics réfléchissent aussi à des bases de données comme le désamiantage et aussi on dénombre aussi de nombreuses solutions d'inertage de l'amiante au banc d'essai. Mais vous le savez, aujourd'hui, nous sommes en 2018 et si on a la chance de vivre cette envolée lyrique en 2030, c'est peut-être aussi parce qu'on a aussi des acteurs aujourd'hui qui répondent quasiment à ce que nous avons vécu dans cette envolée lyrique. On est déjà bien avancé dans cette transformation numérique. Et à ce sujet, nous allons pouvoir accueillir à nos côtés Monsieur Jean-Christophe Fauroux de Bosturek qui va se faire la joie de venir à nos côtés. Merci beaucoup Jean-Christophe. Monsieur Gilles Lepoulard qui représente Sogening. Voilà, merci. Avec Étienne Ternissien, qui représente la société ITGA, et Jérémy Guillaume Snamkin. Alors, on va juste faire un petit test micro. On va essayer de vous mettre en connexion. Alors, on va regarder si c'est bon, parfait. Alors, oui, ça marche. C'est bon pour vous, Gilles, Étienne? C'est parfait. Bon, on revient à la réalité, Étienne. Voilà, 2018, on parlait de 2030. On est si loin que ça quand on parle de robotisation, de modélisation? Alors, on n'est peut-être pas si loin, mais en tout cas, c'était une très belle envolée. Merci Thierry. Pourquoi on n'est pas si loin de ça, de ce 2030 qui vient de nous être présenté, de vous être présenté? C'est tout simplement, et c'est ce qu'on va essayer de faire avec vous tous les quatre, c'est de vous montrer de par là où on vient sur les métiers de l'amiante et là où ce qu'on vit aujourd'hui et pour les quelques années qui viennent, on se retrouve finalement dans un contexte réglementaire qui est très riche et qui a toujours été sur l'amiante, qui évolue très vite et qui intègre déjà des obligations liées à la numérisation des informations. Si on part à 2019, vous le savez, vous aurez une obligation de dématérialisation du plan de retrait sur la plateforme de la DGT. Donc c'est déjà un premier indice, très clairement. Et c'est un indice fort avec quelques entités que tu citais, ou avec des travaux de recherche donc, qui sont menés par des instances publiques ou privées, afin, encore une fois, d'accélérer ce mouvement vers la digitalisation. Si on fait un parallèle avec ce qu'on a vécu également sur la partie construction du bâtiment, on sort un petit peu de l'amiante. Je le disais à certains qu'on a vus aujourd'hui, tout au long du salon, il y a 10 ans, on était à peine au 3D. Aujourd'hui, tout le monde est en train de se battre dans la construction pour savoir qui va gérer la data. C'est-à-dire qu'on est passé en 10 ans d'une génération où on disait « Ah non, le 2D c'est mieux, la 3D c'est trop compliqué », à aujourd'hui, comment on fait circuler l'information depuis la première suggestion, depuis la première étape de la conception à demain l'exploitation. Donc ça veut dire, si on revient en 2018 sur l'amiante, très clairement, il y a un enjeu aujourd'hui de se préparer pour les futurs de ce métier de l'amiante. Et nous, c'est pour ça aujourd'hui aussi qu'on a présenté ce matin et aujourd'hui qu'on en reparle avec Jérémy ici présent, donc la société Snamkin. On est capable dès aujourd'hui d'amener dans un environnement marché réel une solution qui est déjà utilisée par certains intervenants sur le métier de l'amiante, de mutualisation du temps passé par exemple dans un repérage. Il y a une grosse problématique entre faire le lien entre le repérage et puis après les travaux des amiantages, où finalement l'opérateur qui interviendrait pour le repérage serait sur un temps homme sur site identique, en situation de fournir, avec des solutions, donc il y a plusieurs solutions et plusieurs technos, de fournir finalement
une première étape vers le 2030 qui nous a été décrit, à savoir une maquette numérique 3D du bâtiment. On est avant travaux, avant démol, c'est vous qui choisissez. Et dans cette maquette, on va fournir de manière automatique, demain, aujourd'hui on est capable de le faire aussi avec un traitement manuel, on va fournir une information de géolocalisation, que vous êtes déjà obligé de fournir, mais on va pouvoir également récupérer toutes les informations liées aux matériaux précisément. On parle de couches, on parle de tout ce que vous connaissez dans votre métier, et ces choses-là ne seront plus à la fois dans un descriptif d'un rapport et à la fois sur un croquis qu'on a remis en annexe ou à l'endroit où on demandait la localisation, mais sont dans un unique livrable qu'on va appeler une maquette 3D. D'accord ? Donc du coup, ça, c'est pas 2030, c'est dès aujourd'hui, et c'est accessible avec plusieurs technologies. Mais là, je vais passer la parole à Jérémy, puisque c'est vrai qu'encore aujourd'hui, on est en train de vivre cette explosion de la maquette 3D et des informations. On en reparlera de la gestion de la data, hein, mais ça reste quand même une belle opportunité pour faire encore mieux demain. Merci Étienne. On va maintenant écouter Jérémy Guillaume Snapkin qui propose justement un service de modélisation 2D, 3D aux professionnels du bâtiment, de l'architecture aussi, avec disposant notamment des scanners idéal pour ça, en 4 étapes notamment. On parlait de seulement, il convertit un nuage de points en maquette compatible avec la plupart des logiciels. C'est ça. Merci Étienne et Thierry pour cette introduction. En effet, en fait, la maquette numérique, déjà de manière globale sur le marché, le format BIM est très utilisé sur du chantier neuf. Je pense qu'on doit être proche de 25% des chantiers dans les grands groupes qui sont faits en BIM. Ça montre qu'il y a une belle progression. Pourquoi elle est faite en BIM et pourquoi aujourd'hui on veut l'amener sur l'amiante aussi? En fait, ça annonce une réduction des coûts dans énormément d'opérations à réaliser sur le chantier et en phase plutôt d'analyse avant chantier. La maquette numérique, c'est une maquette, c'est pas juste du polygone 3D, c'est une information intelligente où on va pouvoir renseigner des informations dans les objets, pouvoir entrer les matériaux, des coefficients thermiques pour la thermique, des coefficients de structure, ce genre de choses. Donc on va pouvoir faire passer cette maquette dans plusieurs moulinettes pour pouvoir faire du calcul automatique. Donc ça, c'est aujourd'hui ce qui existe déjà sur le marché. Tous les grands groupes, Vinci, Bouygues, Eiffage, y sont déjà. Et en fait, même les petits s'y mettent de plus en plus, même des artisans, ça commence à venir. Et donc, forcément, sur l'amiante, en toute logique, on peut rendre autant intelligent cette maquette pour aller faciliter, par exemple, des opérations de chiffrage. Donc, pourquoi indiquer dans une maquette un emplacement de prélèvement et l'automatisation de cette incrustation dans la maquette du point de prélèvement? Parce qu'en plus, on va pouvoir avoir des quantités très rapidement, pouvoir obtenir des nomenclatures et savoir tel volume sera désamianté sur une zone très particulière. Donc ça, c'est déjà une première étape. Derrière, on va pouvoir faire pouvoir en fait prévoir aussi tout ce qui est alors je maîtrise moins les mots techniques pour l'instant sur le domaine, mais confinement, je crois. Donc sur le confinement, on va pouvoir aussi le prévoir très facilement. Voilà, il y a énormément de choses comme ça sur lesquelles on va réduire les coûts et pouvoir être collaboratif. Parce qu'avant tout, le BIM, c'est la collaboration entre plusieurs métiers. Et donc c'est pour ça que nous, Snapkin, on a toujours été dans cette optique de fournir du modèle BIM qui contient de la donnée intelligente. Que ça soit fait aujourd'hui manuellement, en effet, tout ce qui est point de repérage amiante aujourd'hui, c'est du développement, mais on peut déjà le faire en fait, sans avoir d'automatisation totale. Du coup, je vais rappeler quand même ce qu'on fait chez Snapkin. Donc en fait, nous, on est capable de prendre des données de scanners 3D, c'est-à-dire des nuages de points. Donc les scanners 3D sont des grosses machines laser qui vont prendre des millions de points du bâti existant. Et on va pouvoir, avec les algorithmes que l'on a développés, détecter dans cette information des murs, des sols, des plafonds, et dessiner la maquette automatiquement.
Donc c'est là où la connexion avec l'amiante est faisable. C'est-à-dire que le scanner sur le terrain va pouvoir détecter les points de repérage et pouvoir l'intégrer dans la maquette directement. Ensuite, on a aussi une équipe qui va permettre de compléter de l'information supplémentaire, parce que 2030, en effet, on n'y est pas encore, donc on ne peut pas encore tout automatiser. Par exemple, on est sur un programme de recherche et développement pour aller détecter automatiquement les portes, les fenêtres, ce genre de choses, et les dessiner par l'ordinateur, donc sans intervention humaine, et donc réduire énormément les coûts, qui est la grosse problématique aujourd'hui en fait. Le bâti existant, on veut le modéliser en 3D, tout le monde veut le faire, les bailleurs sociaux veulent le faire, pour la partie maintenance exploitation par exemple, c'est des gros sujets en cours, mais il y a toujours cette problématique de coût, à tel point qu'il y a même des services offshore qui se sont montés pour faire de la modélisation 3D pour des grosses entreprises comme Bouygues ou Vinci. Je nomme les deux exprès. Donc voilà, toutes ces problématiques, on veut aller sur le 2030. On a déjà énormément de choses faisables, en tout cas sur la maquette numérique, qui va... alors j'aimerais bien donner encore 2 minutes sur un exemple intéressant qui est prévoir le chantier. La maquette numérique, vous pouvez aussi rajouter une notion de temps. Et la notion de temps, c'est à quelle étape du chantier il va y avoir telle action réalisée sur le chantier. En fait, on peut déjà simuler dans un projet de construction, et sur le BIM, sur l'amiante, ça sera faisable aussi, sur les plans de retrait, tout à fait. Ça sera de dire, dans la maquette, on va simuler que ce mur, il va bouger à telle date. Et en fait, on peut presque créer une vidéo automatique de tout son chantier et devoir tout anticiper. Donc forcément, l'anticipation permet de réduire énormément les coûts et les risques sur chantier. Je comprends bien tous les deux. On prend des informations, mais il nous faut une donnée, enfin une base de données. Je sais que Gilles, éditeur de logiciels depuis 2000, on connaît plutôt particulièrement la plateforme, la solution dict.fr. Il y a pratiquement près de 60 000 utilisateurs qui utilisent cette plateforme. C'est une solution de référence. Comment on peut imaginer à terme justement ce type de plateforme, Gilles ? Assez simplement, je pense que les deux intervenants, Étienne et Jérémy, l'ont bien synthétisé. Pour nous, on avait une problématique qui était similaire, c'est-à-dire que nos clients ont du mal à modéliser en BIM des immeubles ou des bâtiments qui ont été construits avant 1997. Ils considèrent que c'est de l'argent jeté par la fenêtre et qu'ils se concentrent sur uniquement le nouveau bâti. Par contre, la problématique, lorsqu'on a une grosse restructuration, une grosse rénovation à faire, elle se pose complètement. Je donne un exemple, un client qui, sur un étage, a 6000 prélèvements, c'est quand même plus facile de voir ces 6000 prélèvements en 3D que de les voir sur un beau plan AutoCAD. Donc aujourd'hui, ça existe déjà, bien évidemment. L'idée, c'est de, comme l'a dit Jérémy, d'anticiper et de prévoir des zones de chantier différentes en fonction de ces localisations, si on traite du plancher, si on traite du plafond, si on traite des murs, quelles en sont les conséquences, comment on confine. Et on ne peut le voir qu'en modélisant cette amiante sur un espace 3D, bien évidemment. Alors la difficulté, c'est que nos donneurs d'ordre, ils ont un peu de mal à y aller, parce qu'ils ne voient pas forcément tout de suite l'intérêt. Mais je peux vous dire que quand ils y ont goûté, ils ne reviennent pas en arrière. Ça, c'est une confirmation. Et on peut encore développer davantage, on parlait tout à l'heure de plateformes web consultables. Imaginons, là, en 2018, à un endroit, on peut peut-être être dans un autre lieu, la consulter ailleurs. Est-ce que ça peut être partout, n'importe où dans le monde entier ? Oui, je pense qu'aujourd'hui, on a tous les moyens techniques pour consulter tout et depuis n'importe où. J'irai même plus loin. Tout à l'heure, tu indiquais qu'il y en avait des objets connectés pour savoir à quel VLEP on en était. On va se confronter à d'autres réglementations. La CNIL est très attentive à ce qu'on peut proposer comme solution, puisque on avait même imaginé des badges, des montres pour des opérateurs pour badger, rentrer en zone et ainsi de suite, avec des données personnelles. Donc ça va vraiment dans le sens de la technologie. Ceci étant, aujourd'hui, on a des contraintes légales qui font qu'on ne peut pas pousser le schéma à l'extrême. Justement, là, on touche à l'humain, les garçons, tous les trois, clairement. Alors, avant de laisser la parole à Jean-Christophe, comment vous allez gérer justement à terme justement les données, parce que c'est compliqué quand on touche à l'humain. Je ne sais pas, Étienne.
Question piège, hein. Un petit peu, mais, Un petit peu. mais pas tant que ça. Les données qui touchent à l'humain, effectivement, il y a une question de réglementation qui paraît évidente et qui, d'ici 2030, je pense, sera largement décantée. Donc, je ne vais pas me projeter là-dessus. Par rapport, par contre, à l'humain, et je pense plutôt au technicien qui est présent sur site, très clairement, c'est une évolution. C'est une évolution de la prestation et donc de ses compétences. Et c'est pour ça que, de toute façon, comme la filière amiante, et notamment des âmes, le vit depuis certains temps avec toutes les évolutions normatives, nous, on constate, et on constatera sûrement d'ici demain, par rapport à une remontée de data, un nouveau savoir-faire et des nouvelles compétences à développer pour les techniciens sur site, très clairement. Et c'est vrai qu'au niveau de la data, par contre, qu'on remonte, il y aura une rigueur, si je reste vraiment dans cette notion de j'apporte et je fais quelque chose en plus pendant ma prestation classique, il y aura une double rigueur à apporter sur mon métier de base qui est de faire un instant T, un prélèvement pour un repérage, et à côté de ça, si c'est pas moi, mon collègue en même temps, si on est deux, qui va lui s'assurer de l'exactitude des données relevées et en même temps de la conformité dans le process pour que ça remonte dans notre maquette automatiquement. Tout à fait. Et quand on parle d'humain, moi, ça me fait penser aussi, on a parlé rapidement des EPI connectés. Les EPI connectés, aujourd'hui, quand ils sont en test, donc c'est en effet pour alerter une personne qu'elle rentre dans une zone de danger ou que c'est alerter qu'il y a un véhicule qui va passer à côté, attention, etc. Pour que ça soit faisable, en fait, ce qui est marrant, c'est que la data doit être présente dès le démarrage et avoir été anticipée. L'EPI connecté, si elle est capable de se géolocaliser dans un bien, c'est parce qu'il y a une maquette 3D qui a été réalisée avant. Et donc, en fait, la data, quand elle est partagée dans tous les métiers, et ben, en fait, elle sert à tous les métiers d'un coup. Et c'est là où la notion de collaborativité est super importante et la data est au centre de ça. Gilles ? C'est d'autant plus vrai que du fait qu'on va collecter un certain nombre de données depuis le début, on va être capable d'enrichir nos processus et d'améliorer ces processus. On le voit aujourd'hui au quotidien, hein. Enfin, tous les désamianteurs le savent, ils enrichissent leur chantier, leur process grâce à la multiplication de leur chantier. Ben, pour nous, c'est pareil. À force d'avoir des remontées clients sur nos outils, ben, on améliore nos outils et du coup, on devient de plus en plus proactif avec de plus en plus de data. On est des chercheurs, je fais un petit lien avec celui qui est à mes côtés, parce qu'on parle effectivement des robots, de désamiantage, qui est assez tendance, et puis on invente aussi de plus en plus des robots qui peuvent travailler ensemble, et souvent des robots qui deviennent même autonomes, et c'est assez inédit, et on a la chance aussi d'accueillir aujourd'hui Jean-Christophe Roux, qui va pouvoir intervenir justement sur cette partie, qui fait partie de ce projet européen, hein, Bostorec, qui regroupe notamment les chercheurs de l'école Sigma à Clermont et de l'université aussi d'Aix-la-Chapelle. Alors là, on va quand même faire un grand bond dans le futur avec vous, hein, avec les robots, ou on est déjà très proche? Oui, c'est déjà du présent, Thierry. Oui, merci pour cette introduction. Moi, je vais vous parler, vous dire quelques mots de ce projet de recherche européen, donc, qui a démarré en février 2016 sur une thématique qui était de développer des robots qui aient utilité, certes, un impact social. Et quand on a découvert le problème du désamiantage en 2015, ça a été... enfin, on n'était pas du tout dans ce domaine, les chercheurs, donc on a découvert un petit peu ces particularités, la complexité, la préparation du chantier, le confinement, et puis les tâches qui sont quand même très, très dures pour les opérateurs. Donc on s'est dit, il y a peut-être quelque chose à faire, un robot. Donc peut-être la définition du robot, il faudrait la préciser. Un robot, pour nous, et la définition qui est admise communément, c'est un système mécanique et électronique, on parle souvent de mécatronique, mais qui a un certain degré d'autonomie dans son comportement. Donc, si on parle de robot, ce n'est pas une machine, elle est capable de faire des choses par elle-même. Donc, dans le désamiantage, on a un petit peu découvert, et on a vu notamment ces opérateurs qui nettoyaient des grandes surfaces avec des postures très très contraignantes au plafond, notamment tenir les bras levés pendant 2 heures d'affilée en appliquant des efforts, c'est quand même très conséquent. On a découvert ces équipements de protection très contraignants aussi, les problèmes de température, les problèmes de buée sur les masques, de respiration, et puis la limitation à 2 heures, on va dire en temps normal s'il fait pas trop chaud, pour l'opérateur. Donc on s'est dit, là, le robot, il a vraiment toute sa légitimité. Si on peut vraiment concevoir
une machine qui est à peu près autonome, si on lui dit par exemple nettoie ce mur de telle zone à telle zone, débrouille-toi pour le faire et que ce soit fait avec une bonne qualité, il nous semble que d'un point de vue impact social et amélioration du travail, ça déleste l'opérateur humain de beaucoup de tâches. Donc ça, c'est pas du futur, hein, c'est du présent. Actuellement, on est en train de tester une première version du démonstrateur. Et donc, je ne dis pas qu'il n'y a pas de difficulté, mais on arrive à décaper quand même certaines surfaces avec un certain degré d'autonomie qui va progresser. On parle de 2018, c'est déjà actualisé. J'ai bien compris que ça y est, on le vit actuellement, mais le robot version 2, 3, 4, quel stade on pourrait à 2030 ? Si on imagine qu'on part en 2030, quel type de robot on peut encore améliorer avec ce qui est déjà existant en 2018 ? Les discussions qu'on avait avec les collègues spécialistes de l'amiante, elles portaient sur plusieurs niveaux. Nous, il nous semble que pour nourrir le robot, lui donner la description de sa tâche, il faut déjà qu'il sache où il est et dans quel environnement il se positionne. D'où l'intérêt de commander le robot à partir de trajectoires qu'on aura décrites dans le BIM, et notamment en s'appuyant sur les zones qui auront été identifiées par des opérateurs ou peut-être des robots. Mais le but n'est pas de mettre des robots partout non plus, hein. Il faut en mettre là où il y en a besoin et là où ils apportent une plus-value, et de s'appuyer sur ça pour faire la tâche. Ça, c'est l'entrée. Une autre entrée possible, c'est la détection de l'amiante. Donc si on arrive à avoir des capteurs qui peuvent assez rapidement faire l'analyse pour dire là il y a de l'amiante, ça permettrait peut-être de compléter l'expertise des spécialistes actuellement qui disent là il y a probablement de l'amiante vu la tête du matériau, à quoi ça sert. On n'est jamais totalement sûr. Et visiblement, de ce que j'ai compris, l'examen il prend un certain temps, qui varie entre 5 minutes et 2 jours, suivant la rapidité du labo. Voilà. Donc si on arrivait à avoir des capteurs plus rapides, ce serait une voie de progression. L'erreur peut être humaine, on le dit, et la machine, le robot. Alors, parce qu'on a fait la différence entre robot et machine. Est-ce qu'on peut juste revenir justement, parce que c'est quand même une différence assez flagrante entre le robot et la machine. Donc, par rapport à la notion de machine, donc la machine va faire une tâche qu'on lui a prescrite. Le robot a un certain degré d'autonomie. Donc, par exemple, par rapport aux discussions qu'on avait avec Jérémy, notamment, si on est un robot, quand on le lâche dans une pièce, il n'a pas forcément connaissance de son environnement. Donc, il y a des stratégies qu'on appelle le SLAM ou le DSLAM, donc Simultaneous Location and Mapping, c'est-à-dire la capacité à explorer son environnement et construire une carte. Le robot va se repérer dans cette carte et augmenter incrémentalement la carte au fur et à mesure qu'il évolue dans un appartement, par exemple, dont il ne connaîtrait pas le plan. Et c'est sûr que si on a le plan à côté, pour les bâtiments modernes, c'est un gros apport. Si on ne l'a pas, il y a des solutions de reconstruction 3D qui ont été proposées, qu'on pourrait embarquer dans le robot, tout à fait d'ailleurs. Et pour ce qui est de la notion d'erreur, il faudrait éviter de décaper les fenêtres, peut-être, d'aller perforer le confinement. Donc c'est quand même important d'avoir une idée de la zone, de ce qu'elle est, ce qu'elle représente. Si je vois un rectangle, ça peut être un poster, mais ça peut être aussi une fenêtre ou un ouvrant. Donc les erreurs, il y en a beaucoup qui sont possibles. Oui. Aujourd'hui, on n'est quand même pas proche du zéro erreur. On est encore dans le domaine scientifique. On sait que l'Union européenne aide et soutient pour soutenir l'innovation et la recherche. Vous pensez à d'ici 2, 3 ans, 4 ans, où on aura déjà réduit le taux d'erreur ? Déjà, il faudrait qu'on ait des robots en plus grand nombre pour qu'il y ait des erreurs en plus grand nombre. Donc on n'en est pas là déjà. Mais ceci dit, oui, il y a des méthodes qui permettent d'améliorer la précision, la stabilité aussi du robot, notamment s'il opère à 3 mètres de haut sur un plafond. Et puis, je pense qu'il pourrait y avoir des recalages par rapport au BIM, des mises à jour du BIM en temps réel, puisque le robot pourrait aussi cartographier et aider à affiner la cartographie au fur et à mesure. Enfin, je pense qu'il y a plein de choses à faire. Et pour revenir sur l'idée initiale de dire qu'on était en 2030, c'est pas évident qu'on ait besoin d'attendre 2030 pour arriver à tout ce qui a été énuméré dans le volet lyrique du début. On veut imaginer 2020, 2021, parce que le projet déjà européen avait déjà été lancé officiellement en 2014, donc 6 ans après, 2016. Il se finit en 2019. Je pense que déjà en 2019, on saura à peu près décaper une surface simple, on va dire. Et il est clair que tous les traitements complexes réclament des humains pour l'instant.
trois structures différentes que vous avez. On peut imaginer aussi, dans les quelques années, que le travail, l'emploi peut aussi être différent. La formation aussi de ceux qui vont utiliser les robots. Comment vous imaginez à terme pour vous trois, pour Jérémy, Étienne et Gilles? Je pense qu'on peut tous être d'accord que plus on alimentera les robots ou la maquette numérique de données, plus on sera sûr d'éviter des erreurs. Donc plus on aura d'informations, plus on sera certain d'approcher le 100% de réussite. La grosse difficulté, c'est ce que dit Jérémy, c'est d'organiser cette donnée, soit en amont, soit en aval, pour que chacun des opérateurs ou chacun des process puisse en tirer la quintessence, puisque des données qui seraient intéressantes pour la maquette numérique ne seront pas forcément intéressantes pour les robots et pas forcément diffusables à tout le monde non plus. Donc l'idée, c'est vraiment de maximiser l'acquisition de données par quelque moyen que ce soit, et d'ensuite d'être capable de la traiter. Et donc cette donnée, elle appartient a priori au maître d'ouvrage, puisque c'est lui qui détient la propriété du bâtiment dans lequel tout ce monde-là va intervenir. Et c'est d'être capable d'organiser et d'expliquer au maître d'ouvrage que plus il aura de données et plus il permettra aux différents interlocuteurs de travailler avec cette donnée, qu'on enrichissera le modèle. C'est dans cette façon-là qu'on peut imaginer travailler le plus simplement possible. Étienne? Sur la partie formation dont tu parles, effectivement, c'est un sujet important puisqu'on le voit déjà avec, je vous le disais tout à l'heure, un petit peu l'évolution des référentiels de compétences. On sait aujourd'hui que le métier, et ils sont en train de se dire, peut-être pas 2030, les amianteurs, les professionnels de l'amiante va évoluer. Donc, en parallèle de ça, il faut se dire qu'il y a des gros travaux qui sont réalisés en ce moment sur des nouveaux référentiels de compétences et de certification, notamment des professionnels de l'amiante. Et il y aura sûrement intégré dès demain, donc on ne parle pas à 2030, mais dès 2020, des notions, je vous disais, de compétences et donc de certification des opérateurs qui intégreront non plus seulement la connaissance de la dimension amiante et de la dimension bâtie, mais aussi de la dimension, je vous le disais, communication avec une base de données ou interaction avec, demain, un robot. Partagez la même chose, Jérémy? En fait, la formation, ça me fait penser qu'en effet, il y a un vrai besoin de comprendre la technologie aujourd'hui pour pouvoir la maîtriser en 2030. Et c'est aujourd'hui qu'il faut vraiment qu'on axe vraiment le développement. Sur les parties maquettes numériques, il y a des choses à savoir de base et c'est un métier qui s'apprend tous les jours. Donc il faut ces certifications en effet pour y être prêt. Vous pensez qu'on peut avoir des personnes qui sont réfractaires, effectivement, alors c'est une question, je sais que ça sourit, mais réfractaires au fait de voir des robots. Alors pour certains, ils vont peut-être dire, oh, ils prennent ma place. Je ne sais pas comment vous voyez les choses. C'est un vrai sujet. Même au gouvernement, il y a eu. On a la chance d'avoir un grand docteur dans le domaine qui est maintenant député. Et il alerte tout le monde sur attention, l'intelligence artificielle, les robots et l'intelligence artificielle. Et les gens ont peur aussi de se faire piquer leur travail, en fait. Mais c'est pour ça qu'on parle de certification, qu'on parle de formation, parce que jamais on ne pourra se passer de l'homme. Il y aura toujours une erreur. Il y aura toujours une erreur. Nous, on utilise l'intelligence artificielle pour détecter des objets architecturaux. On parle d'un rectangle. Un rectangle, pour un ordinateur, c'est un rectangle, c'est pas un objet. Il faut beaucoup plus d'informations. En 2030, on va déjà avoir des choses qui vont dire c'est une porte, oui, mais quel format de porte, etc. Non, il y aura toujours besoin de l'humain, c'est certain. Et les robots, de toute façon, ils sont tellement cadrés par l'humain aujourd'hui que jamais, avec une interaction humaine, on se permettrait de le rendre totalement autonome. C'est impossible. Il faut des garde-fous. Et je pense qu'en France, on a la chance d'avoir, comme je disais, des députés qui sont très au courant de ces sujets-là et qui ne laisseront jamais faire des industriels n'importe quoi sur le sujet. Peut-être dans d'autres pays, je ne sais pas. Mais je pense qu'on est assez quand même protégé là-dessus ici. Jean-Christophe ? C'est pas évident de définir s'il y a vraiment des risques pour l'emploi. Il y a du pour et du contre, moi je pense, et peut-être ça va évoluer aussi. Moi je peux donner le témoignage du CETIM, qui est un organisme
de recherche proche des entreprises en France qui encourage à la robotisation des PME. Et le témoignage des collègues du CETIM que j'ai, c'est que chaque fois qu'ils ont fait une formation dans les PME pour les encourager à robotiser, ça a créé de l'emploi. Parce que l'entreprise s'est développée, peut-être que les métiers ont un petit peu changé, mais globalement, ça a généré de l'activité. Et puis, à l'inverse, vous avez peut-être vu une émission envoyée spéciale il n'y a pas si longtemps, qui était consacrée à la robotique aux États-Unis. Et dans le domaine de... C'est assez inquiétant parce que, malgré tout, c'est un fait. Il y a pas mal de gens qui sont partis au chômage, qui ont été mis au chômage par des sortes de robots banquiers qui gèrent la comptabilité en fait, des supermarchés. En fait, il y a pas mal de postes de comptables. Peut-être pas le chef comptable, mais des gens un petit peu moins qualifiés qui ont été supprimés. Donc, je ne sais pas dire. En tout cas, nous, on est vigilants. Et à mon avis, c'est important d'arriver à trouver le bon dosage sur le degré de robotisation qu'on doit introduire pour que la société, globalement, en bénéficie. Alors moi, je voudrais juste compléter, qu'on ne se dise pas qu'on est en train de se dire qu'en 2030, il n'y a plus que des robots et qu'on n'est plus là, en fait, ni vous, ni nous. Mais c'est vraiment, et c'est le mot qui ressort, c'est l'évolution, en fait, plus des savoir-faire, des compétences, de la prestation et peut-être du marché aussi, puisqu'il y avait une question qui était importante. Est-ce qu'il y a des gens qui sont réfractaires ? En fait, il n'y a pas forcément, nous, de notre regard qu'on a sur ce marché, de gens réfractaires. Tout le monde trouve ça très intéressant. C'est plus des gens qui sont en attente, des prestataires, des humains, donc qui sont en attente d'un marché. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, je faisais tout à l'heure l'analogie avec le marché du neuf, c'est souvent le maître d'ouvrage pour la partie amiante qui va, de par une consultation ou définir les règles et les attentes par rapport aux professionnels. Donc, que ce soit par rapport aux robots, qui sont des perspectives intéressantes pour améliorer encore une fois la prestation, de par la maquette numérique et la data, le mot qu'on utilise depuis tout à l'heure, qui veut ni plus ni moins dire la donnée amiante, qu'on maîtrise déjà et qu'on met déjà dans des rapports papier, c'est vrai qu'on ne va pas sur un remplacement, on va sur une évolution à plus ou moins moyen terme. Et puisque je parle de marché et qu'on a fait une introduction sur 2030, on risque aussi, et ayez ça en tête, et nous aussi, il faut qu'on l'ait, c'est de ne pas attendre 2030. Pourquoi ? C'est tout simplement parce qu'aujourd'hui, quand vous intervenez pour un chantier avant travaux ou avant démol, vous intervenez sur un chantier existant. En fonction de la typologie de maître d'ouvrage, si vous intervenez chez un petit maître d'ouvrage, pas petit par la taille du patrimoine, soyons clairs, il n'aura peut-être pas forcément déjà enclenché une démarche vers la modélisation 3D, la maquette et la gestion de sa data avec un outil. On est d'accord ? Par contre, aujourd'hui... C'est dommage. Ah ben c'est dommage. Je pense que demain, on aurait tous à y gagner, qu'ils y aillent plus fréquemment, on gagnerait en efficacité, comme tu disais, Jérémy. Par contre, dès aujourd'hui, on voit apparaître, notamment pour quelques gros bailleurs sociaux, des appels d'offres. Donc sur l'amiante, où on parle de DTA, où on parle de notions qui vont être bien de repérage et de localisation spatiale, où il y a des mots-clés comme BIM, comme 3D. Donc ça veut dire quoi par rapport à tout ce qu'on évoque sur demain, le futur ? C'est que finalement, on va peut-être être contraint par le marché, par certains gros faiseurs qui vont, indépendamment du neuf, encore une fois, être sur la partie amiante, demandeurs d'une information en prévision de 2020, 2025, 2030. On va être contraint, nous, professionnels de l'amiante, à devoir intégrer, pas en tant qu'acteur, mais plutôt de l'autre côté, je dois fournir la data pour qu'elle rentre dans le ciel, je vais te laisser en dire deux mots, parce que sinon, ça ne servirait plus à mon maître d'ouvrage qui, demain, ne fonctionne plus qu'avec un environnement de gestion de données où mon rapport papier a toujours sa valeur, il est réglementaire, mais où il ne rentre plus automatiquement. Donc, il ne peut plus l'utiliser. Alors c'est marrant parce que c'est d'autant plus vrai que c'est souvent les mêmes bailleurs qui n'ont pas de plan aujourd'hui. C'est-à-dire qu'eux, ils font un bond technologique important, c'est-à-dire qu'ils ont vécu pendant un certain nombre d'années sans plan, sans rien du tout, et ils géraient leurs baux et leurs locataires sans plan, et puis voilà, ça marchait bien. Et puis d'un coup, ils se rendent compte que finalement, ils ont de l'amiante, ils ont d'autres problématiques également, et que ce serait peut-être bien de synthétiser tout ça et d'avoir un outil cartographique, BIM, 3D, qui leur permettrait de sortir tous les rapports et toutes les statistiques dont ils ont besoin, parce qu'effectivement, ils ont une fédération qui leur demande beaucoup de choses, et donc ils se disent, tiens, on va lancer un appel d'offres pour modéliser tout ça, et puis on va rentrer tout ça dans une base de données, parce qu'on va pouvoir triturer ça dans tous les sens.
Et là, on se rend compte de la difficulté d'expliquer qu'entre passer de rien à quelque chose qui est déjà très progressiste, ça ne va pas se faire en 5 minutes. Et ça ne va pas se faire avec un seul acteur, parce qu'il n'y a pas un acteur aujourd'hui qui globalise toutes ces fonctionnalités-là. Christophe? Ça se fait pas en 5 minutes et surtout, je reviens sur ce chiffre de 75 000 hectares d'habitation. C'est des hectares mesurés au sol, ça veut dire qu'il y a nettoyé peut-être le sol, les murs et le plafond, donc c'est encore plus en surface à nettoyer en France. Et au rythme où ça va, ça ne va pas du tout. En fait, c'est très très lent. Donc il faut vraiment faire des progrès en productivité. Et donc, à mon avis, toutes les méthodes qui sont présentées là, elles peuvent apporter une brique. Non, on est d'accord, on parle bien d'amélioration de rendement aussi au service de l'amiante. On est d'accord. En mètres carrés décontaminés par jour. Et de confort humain aussi. On n'est pas que sur du rendement pour faire un tant de mètres carrés par heure, sinon ça passe plus, on n'est plus rentable. Il y a une notion de confort, et le confort, c'est pas juste d'être bien assis en 2030 à télécommander un bidule qui se débrouille tout seul dans la zone, dans le confinement. Non, c'est de savoir que ce qu'on fait, ça sera utilisé de manière optimale en interne dans ma structure, en faisant le lien, encore une fois, repérage, chiffrage des molles et même suivi du chantier pour le maître d'ouvrage, et donc en externe avec ce maître d'ouvrage. C'est un peu comme dans le domaine de l'énergie aujourd'hui. Le gouvernement a mis vraiment des jalons sur on veut rénover le parc immobilier existant pour réduire la consommation énergétique, pour améliorer le confort des habitants. Et ils nous mettent un nombre à chaque fois cette année, il faut qu'on en fasse tant, etc. C'est pareil, la maquette BIM, en fait, rentre dans ce cadre-là où elle vient accélérer dans le sens où on vient anticiper, réduire le coût de chiffrage pour savoir qu'est-ce qu'on va faire en fait dans le bien pour la partie énergétique. Là, c'est pareil en fait. On vient rendre possible une plus grande productivité et atteindre les objectifs. Alors, on est avec nos 4 intervenants. Est-ce que, ici, dans l'hémicycle, vous avez des personnes qui souhaitent poser des questions auprès de Jean-Christophe, Gilles, Étienne et Jérémy? Je vais vous emmener le micro. Pardon. Ah oui, sinon, ça ne marche pas. Je peux parler très fort aussi. Bon, ça ne va pas étonner les intervenants. Je pense quand même que vous êtes très optimiste pour 2030 sur la partie robotisation ou numérisation et mise sur plan en 3D, sans doute. Sur la robotique, il y a un besoin important, mais je le situerai un peu différemment. On a les problèmes de zones de processus de retrait d'amiante qui sont très empoussiérés et où réglementairement bientôt on ne pourra plus faire, où on n'aura pas le droit de faire. Et là, la robotique est la bienvenue parce que sinon on ne pourra même pas faire les travaux. Enfin, je peux me tromper, mais quand je vois les mesures et celles qu'on va faire bientôt, je pense qu'on aura ce problème-là qui est réel. Après, j'en ai parlé tout à l'heure, 2030, c'est trop court parce que les capteurs n'existent pas pour faire l'analyse d'amiante. Ça n'existe pas, ça ne peut pas exister parce qu'on a un problème de constante physique. Ou alors, il faudrait un robot qui puisse avoir une sonde électronique et avec le moyen d'accélérer à 120 kV. Ce serait un tank à peu près, d'après ce que je vois. Autant le laisser dans le labo, ça ira plus vite. Oui, déjà, ça ne passera pas dans les portes. On n'y peut rien. L'électron, c'est le seul constante physique qui permet d'avoir la résolution qui est nécessaire à la détection de l'amiante. Plein de gens s'y sont essayés, il y en a d'autres qui s'essayent encore, mais tant qu'ils utiliseront des photons, ça ne marchera pas. Et ça ne marche pas. Enfin, je veux dire, on le sait, on peut le prévoir, et on le voit, et ça ne marche pas. On a encore fait à l'ULSB des mesures récentes avec le FASIR, et on voit que ça ne marche pas.
C'est pas du plomb qu'on cherche, c'est pas une molécule. Bon, c'est autre chose. Et c'est autre chose, et on a besoin. Le seul appareil le plus performant au monde, c'est la microscopie électronique à transmission. C'est ce qu'en France, il a été décidé d'utiliser. Il faut quelque chose de plus performant. Et dans les 10 ans qui viennent, je viens d'en passer 20, 22. Je n'ai pas vu grand-chose. Je ne vois pas grand-chose arriver. Je surveille beaucoup et je ne vois pas. Donc, je ne suis pas très optimiste. Tant mieux si ça arrive, mais il faut peut-être viser 2070, peut-être. On sera à la retraite. Voilà. Ceci dit, je ne sais pas si on aura l'occasion de parler justement entre 2030 et 2070, c'est 40 ans, donc on sera à la 82e édition. On a... Pas sûr, il y a des progrès dans ce domaine aussi. Tout est dit. Hein. C'est vrai que là, cette question, c'est de se dire on maîtrise effectivement une partie du sujet, mais pas l'intégralité. On parle du pessimisme, mais ce n'est pas pessimisme, c'est une réalité. Comment vous pouvez rebondir sur cette intervention, tous les quatre? Alors, je ne m'avancerai pas, n'ayant pas ces 22 ans de passé et de recul sur la partie amiante. Je vais aussi rester moi dans le présent pour essayer de parler de demain, 2018-2019. Je vous disais le marché qui peut être moteur. Donc pour la partie robot, je laisserai une réponse s'il y en a une à ma droite. Pour la partie, ce que je dois intégrer dans un modèle numérique 3D. D'accord, le BIM qu'on utilise avec Jérémy, c'est de la donnée en plus dedans. Aujourd'hui, j'ai eu j'ai fait un rendez-vous avec un grand faiseur de diagnostic qui m'a confirmé que sur la région Île-de-France, donc c'était pas pour de l'amiante, c'est pour du DPE, il avait une consultation où ce qu'on lui avait donné pour travailler, donc aujourd'hui, c'était consultation 2017 à faire en 2018, c'était non plus des plans 2D, c'est qu'en fait, on lui a envoyé les plans 3D. Donc, en gros, il a vu arriver ça, c'était écrit explicitement, heureusement, dans la code dossier de consultation, mais il a dû, dans sa réponse, impacter le fait que, en termes de compétences, plus qu'en termes de prestations, en termes de durée, il allait devoir lui-même exporter d'un objet qu'on lui fournissait, parce qu'il existait déjà en 2018, c'est pas représentatif, encore une fois, de tous les maîtres d'ouvrage, mais il allait devoir lui-même générer, comme on est obligé des fois de le faire pour l'amiante, ces plans, pour servir de base de travail et qu'il avait même l'autorisation de les exploiter après vérification sur site pour ces diagnostics réglementaires. D'accord ? Donc, ce n'est pas forcément une partie robotique, encore une fois, mais dès aujourd'hui, si on est avec un maître d'ouvrage en 2018 qui s'est mis dans la tête sur une partie expérimentation ou représentative de son patrimoine, d'avoir un modèle numérique, et on ne parle pas de data, on ne parle pas encore d'amiante, on peut se retrouver demain pour du repérage à se dire mince, regarde ce qu'ils nous ont envoyé, c'est plus comme ça, finalement c'est comme ça. Donc est-ce qu'on a l'outil qui va nous faire les coupes qu'on veut pour prévoir notre plan de retrait, pour prévoir le prélèvement et le reste? Ça c'est aujourd'hui, donc en 2030, peut-être pas 25%, ça sera peut-être pas 100%, on va pas se mentir non plus, mais ça sera quand même une proportion importante de nos travaux, des vôtres et des nôtres, qui reposeront sur notre intégration directe et notre capacité à exploiter le modèle numérique 3D. Gilles ? Je suis assez d'accord, il suffit de regarder, même pas il y a 5 ans. Il y a 5 ans, il y avait les opérateurs de repérage, il y avait les laboratoires, il y avait les entreprises de travaux, il y avait des éditeurs de logiciels et les gens ne communiquaient pas forcément entre eux. Aujourd'hui, ce qu'on voit, c'est que tout le monde essaye de travailler ensemble, parce qu'une partie des données appartient ou a été mesurée par les uns, une autre partie, c'est le donneur d'ordre qui a un bout de plan qui veut bien le transmettre. Ensuite, les opérateurs de repérage diffusent leurs rapports et ils diffusent maintenant aussi de la data. Donc, je dirais, par rapport à ce qu'on voit sur les 5 dernières années, on a eu une accélération de cette mise en collaboration de toutes ces données. Donc, j'ai tendance à croire que plus on avance, plus on va vite. Du coup, tous les travaux de tous les acteurs vont faire qu'à un moment donné, on va avoir assez de données et assez d'informations pour qu'on puisse modéliser tout ça et répondre positive à la demande d'un donneur d'ordre comme celle-ci, qui est de faire des repérages en 3D, d'avoir des résultats d'analyse en 3D, d'intégrer ça dans des systèmes comme les nôtres et de proposer à l'opérateur de travaux qui va réaliser les travaux
le SASMAN, typiquement, d'avoir un confinement de zone et d'avoir projeté sa phase de travaux au bureau avant d'intervenir sur site pour se rendre compte que finalement, le bilan aérolique qu'il avait prévu, ça ne va pas marcher parce que à cet endroit-là, il n'avait pas prévu qu'il y avait une cloison qui était à demi abattue et ainsi de suite. Donc, on a vraiment de plus en plus de données, de plus en plus de documents, et ça s'accélère de plus en plus. Alors certes, pour les robots, je n'ai pas du tout la vision, mais la volonté de tous, en tout cas, c'est d'éviter d'avoir des travaux pénibles. Donc là, tout le monde est d'accord pour trouver la solution, et lorsque tout le monde est d'accord, je pense qu'en général, on essaye d'y arriver le plus vite possible. Jean-Christophe ? Oui, moi j'y crois beaucoup à cette notion de BIM qui va se généraliser. Si on regarde le monde de la conception assistée par ordinateur dans le domaine de l'ingénierie mécanique, il y a eu d'abord des plans 2D, puis on va dire que dans les années 2000, il y a eu la grande migration vers les logiciels 3D. Actuellement, il n'y a plus personne pour contester l'utilité de cette nouvelle génération d'outils. Donc je pense qu'il se passe la même chose dans le domaine du génie civil que ce qui s'est passé dans l'industrie. On voit aussi que la robotique, elle a commencé plutôt dans l'industrie de production de produits. Le génie civil commence à y venir tout doucement. On voit des robots pour la déconstruction, ou des robots pour des perçages lourds, de la robotisation de tunnels, des choses comme ça. Je pense que ça va trouver sa place petit à petit, c'est une question de temps. Après, par rapport à la remarque de monsieur, je pense qu'il y a un point dur. C'est toujours intéressant d'identifier quand il y a des points durs en science. Si on fait l'analogie avec le véhicule électrique, par exemple, on sait tous que le point dur, c'est la capacité des batteries par rapport à leur masse. Là, il y a la détection de l'amiante qui est un point dur. Mais ça n'empêchera pas qu'on va progresser sur tous les autres fronts et qu'un jour, peut-être, on va réussir à détecter et casser ce point dur. La science et la technologie progressent souvent de façon un peu anarchique ou imprévisible. Imprévisible. Jérémy ? Ouais. En fait, c'est marrant parce qu'il y a 2 ans, je me suis retrouvé dans une conférence où aussi on faisait des perspectives d'avenir comme ça. Et je disais, oui, je pense que dans 7-8 ans, on devrait commencer à avoir des scanners 3D qui commencent aussi à faire remonter l'information de température. Où sur chaque point du laser, on pouvait avoir le point de température. En fait, le produit est sorti l'année dernière. Et c'est ça qui est hallucinant, c'est qu'on a beau faire de la veille, voir des choses et imaginer, c'est extrêmement difficile parce que plus on va vite dans la technologie, plus ça va vite. L'intelligence artificielle va accélérer encore tout ça. C'est-à-dire que peut-être que ce ne sera pas des capteurs physiques qui vont être capables d'aller détecter. Je ne connais pas le domaine, mais je me dis que peut-être que l'intelligence artificielle, en ayant des données, vont dire 95% de chances qu'ici soit de l'amiante. C'est une idée qui me vient comme ça à l'esprit. Mais c'est pourquoi pas. Pourquoi pas. Après, je sais que le 95%, effectivement, ça ne va pas vous satisfaire, on est d'accord. Après, c'est dans cette notion encore de robotisation, sans me faire la vôtre du pro-robot ou anti-robot, dans ce que tu dis, Jérémy, c'est intéressant de se dire, et vous le vivez aussi avec certaines logiques de maître d'ouvrage, c'est qu'au bout d'un moment, pourquoi faire un direct ? De toute façon, on sait qu'on va traiter tout le bâtiment, ça a été fait pareil. Donc, m'embêtez pas, si ça devient une analyse de risque, on décide, dans certains cas, n'est-ce pas, je vois plusieurs qui acquiescent, de se dire, on va partir du principe qu'il y en a, et on traite. Donc, si jamais, sans aller jusqu'au 95%, encore une fois, qui est quand même une première piste d'amélioration, on se dit que l'outil en 2030 ou en 2025, ce sera déjà ça, de se dire, on a quand même notre analyse sur notre mètre, on aime bien les mètres à ITGA, donc on a quand même notre mètre et on fait cette analyse, mais derrière, effectivement, sur site, le robot, juste dans son autonomisation, dans son cheminement logique, il va être capable, avec une photo, une base photo, une base autre, non pas de savoir s'il y a de l'amiante dedans à 100%, mais de dire ça, c'est la même nature qu'un autre matériau qu'on m'a dit, à ce moment-là, ce serait peut-être 2030, 2040, 2050, un premier niveau qui, de toute façon, ne se substituerait pas à une vraie opération de prélèvement humain avec derrière une vraie analyse. D'accord ? Il y a plein d'autres applications robotiques qu'on n'aura pas le temps, je pense, de débattre aujourd'hui avec vous, mais qui peuvent, au-delà du décapage, et l'histoire de posters et de fenêtres que j'ai bien retenu, pourront demain venir compléter les travaux en zone où demain l'humain n'aura plus forcément sa place, ou même en zone où il y aura encore, bien sûr et heureusement, un opérateur humain. Merci beaucoup. On peut applaudir chaleureusement nos intervenants du jour pour cette deuxième conférence. Jean-Christophe Fourroux.